Donc on va enchaîner du vaisseau au cœur. Je vais demander au docteur Maxime Cournot de venir nous parler donc de la cardiopathie diabétique. En fait, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais finalement qu'on appréhende mal. On s'intéresse beaucoup au vaisseau du diabétique et finalement pas spécifiquement au cœur du diabétique. Donc je suis curieux de savoir ce que tu vas nous raconter, Maxime. Merci de ton temps. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me permettre d'être à nouveau avec vous cette année, de me faire cette petit supplice de parler pendant 12 minutes seulement de la cardiopathie diabétique. On verra que myocardiopathie diabétique ne veut pas forcément dire cardiopathie du diabétique. Donc c'est un vrai sujet, hein, c'est un sujet compliqué. Vous voyez cet éditorial de Diabetes Care en 2003 qui dit l'insuffisance cardiaque et la complication fréquente et oubliée et fatale du diabète. Donc c'est un vrai sujet, un sujet compliqué, un vieux sujet. Vous voyez cet article de 1954 du Lancet où les auteurs essayaient déjà de comprendre quels pouvaient être les mécanismes des maladies cardiovasculaires du diabétique. Et puis, comme a commencé à l'introduire à Toul, c'est un sujet polémique, puisque vous voyez par exemple cet éditorial de Geneviève de Rumeau quand elle était notre présidente à la Société française de cardiologie, qui fait un peu de provocation, mais on va voir qu'elle est probablement justifiée en disant est-ce que la myocardiopathie diabétique existe vraiment? Ou est-ce que c'est un mythe? Alors de quoi on parle exactement? Donc on parle d'insuffisance cardiaque du diabétique. Là on va passer très rapidement parce que vous vous doutez que le diabétique a évidemment, comme tous les problèmes de santé possibles et imaginables, plus d'insuffisance cardiaque que les autres, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, dans un facteur de 3 à 10 en ce qui concerne la prévalence de l'insuffisance cardiaque chez le diabétique. Donc pourquoi? Pour en revenir au concept de cette cardiopathie diabétique, vous savez donc que l'insuffisance cardiaque, il en existe deux types, celle qui altère la fraction d'éjection, grosso modo inférieure à 40%, et les autres. Et puis pendant de nombreuses années, on ne s'est pas trop posé de questions parce que les choses étaient relativement claires. On se disait que l'insuffisance cardiaque des diabétiques provenait de la maladie coronaire, dont on vient de parler longuement dans les présentations d'avant. Donc le diabétique a un faisceau qui fonctionne mal, a une hémostase qui se fait mal, a une dyslipidémie particulièrement hétérogène, avec des LDL petites, denses, hétérogènes, des triglycérides élevés, un HDL bas. Il bouge ses artères coronaires. Alors vous savez, les artères coronaires vascularisent le cœur par l'épicarde, hein, c'est les artères qui sont posées comme ça. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur les artères épicardiques. Les artères coronaires ne rentrent pas dans le vaisseau en réalité, ne rentrent pas dans le myocarde, pardon, en réalité. Et ça produit de l'insuffisance cardiaque. Soit par ce phénomène donc, de maladie coronaire, soit par le phénomène d'association avec d'autres facteurs de risque qui eux-mêmes sont associés à la maladie, à l'insuffisance cardiaque, par exemple l'hypertension ou l'obésité. On sait très bien que l'hypertension donne une cardiopathie hypertensive qui débouche sur un tableau clinique d'insuffisance cardiaque, initialement en fraction d'éjection préservée et qui peut ensuite évoluer vers l'altération de la fraction d'éjection. Tout ça avec un troisième problème du diabétique, qu'on a longtemps sous-estimé aussi, que connaît bien notre chairman, qui est l'atteinte du système nerveux autonome, donc une variation de neuropathie diabétique qui précipite toutes ces formes-là. Donc jusqu'à maintenant, c'était relativement clair, jusqu'aux années 70, le diabétique faisait de la maladie coronaire et de l'hypertension, et c'est pour ça qu'il était insuffisant cardiaque. Alors, est-ce que c'est tout? Si c'était tout, évidemment, je ne serais pas là. Donc, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille? Alors, à ma connaissance, le concept de myocardiopathie diabétique, il est né avec cette publication des années 70, de 1972, qui en réalité est un rapport de séries consécutives de cas cliniques, autopsiques, où les auteurs ont réussi à trouver une petite série de cas, une dizaine de cas, de sujets diabétiques qui étaient porteurs d'une glomérulopathie diabétique, comme on disait à l'époque, et qui étaient décédés dans un tableau d'insuffisance cardiaque avec des preuves cliniques, radiologiques, électrocardiographiques, et qui pourtant n'avaient pas d'atteinte des artères coronaires épicardiques, des artères épicardiques à l'autopsie, n'avaient pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, ce qui laisse soupçonner à l'époque qu'ils n'avaient pas d'hypertension artérielle, et n'avaient pas de valvulopathie. Et donc l'idée a été de dire, mais pourquoi ces diabétiques présentent de l'insuffisance cardiaque si ce n'est pas par les mécanismes qu'on connaît jusqu'à maintenant? Comme toujours, l'épidémiologie a volé au secours des constatations anatomocliniques, et ce type de constatation met de l'eau au moulin du concept de myocardiopathie diabétique, c'est-à-dire que vous voyez ici le risque
d'insuffisance cardiaque en fonction en rouge de l'équilibre glycémique, donc, qui augmente avec le déséquilibre glycémique. Et puis vous avez en mauve et en noir l'hypertension artérielle et le LDL cholestérol qui sont des facteurs classiques de la maladie coronaire. Et vous voyez qu'il n'existe quasiment pas d'association entre le risque d'insuffisance cardiaque et ces facteurs de risque classiques. Et si je vous montre par exemple la même courbe pour l'infarctus du myocarde chez le diabétique, vous voyez que c'est évidemment complètement net. Plus la pression artérielle augmente, plus le LDL cholestérol augmente, et plus le patient diabétique fait d'insuffisance cardiaque. Donc ce concept, il est ici, hein, c'est simple, c'est intuitif, c'est de dire il y a autre chose, il y a une myocardiopathie spécifique, une maladie du muscle cardiaque qui est associée à cette insuffisance cardiaque. Cette ligne, là je l'ai mis en pointillé parce que c'est celle-là qui est discutée, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité direct ou est-ce que ça précipite les autres atteintes du diabétique. Le concept est là. Donc, est-ce qu'on sait comment ça marche à peu près toute cette histoire sur le plan physiopathologique? On en sait beaucoup en tout cas. Donc c'est très difficile de vous résumer ça en quelques minutes, mais il y a un certain nombre de cercles vicieux physiopathologiques qui se mettent en place dans le cœur du diabétique. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mal, en cascade généralement. Moi, je prends toujours l'image du moteur pour le cœur. C'est vraiment, ça ressemble énormément avec les soupapes, les pistons, le circuit électrique, les durites. C'est vraiment le cœur est un moteur, et là, ce moteur, il fonctionne très mal, avec un très mauvais rendement pour plusieurs raisons. D'abord, il est inondé en carburant. Le carburant, c'est le glucose, mais c'est aussi les acides gras. En fait, c'est moins intuitif peut-être pour vous, mais le tissu adipeux libère des quantités énormes d'acides gras qui n'arrivent pas à être métabolisés facilement par le cardiomyocyte, qui va produire des mitochondries en quantité qui va devenir énorme pour essayer de produire de l'énergie avec tout ce carburant, qui ne va pas y arriver. Donc ça va faire des gros cardiomyocytes, plein de mitochondries, avec des déchets, avec un moteur qui pollue énormément, avec des glucoses qui va modifier d'autres protéines qui vont devenir toxiques, qui va modifier des lipides qui vont devenir également toxiques. Tout ça, ça va entretenir un cercle vicieux de dysfonction endothéliale dans la microcirculation cette fois-ci. Ça va envoyer de la signalisation cellulaire pour dire à la cellule cardiaque de s'aborder, de se suicider, c'est l'apoptose. Et puis, on a une modification du tissu de la matrice extracellulaire cardiaque avec une fibrose, une élasticité qui se perd, production de collagène. Voilà. Donc, tout ça, ça correspond à des modèles cellulaires, des modèles animaux qui ont été développés. Alors, est-ce que tous ces mécanismes physiopathologiques dont on vient de parler là sont très séduisants? Il y a plein de maladies où on décrit plein de modèles physiopathologiques, parce que pour autant, en médecine de tous les jours, on peut voir quelque chose, sinon ça reste relativement peu intéressant en pratique quotidienne. Donc, qu'est-ce que ça donne? Sur le plan anatomique, ces grosses cellules cardiaques, avec ce tissu de soutien et cette matrice qui va devenir peu élastique, qui va devenir hypertrophiée, ça donne ce type de truc. Alors, les cardiologues apprécieront le caractère assez peu rigoureux de ma coupe 5 cavités, c'était digne d'un interne. Donc ici, le ventricule gauche, l'oreillette droite, ce qu'on en voit, et le ventricule droit, et l'aorte. Donc, comme je vous le disais, ce cœur s'épaissit. Quand il ne s'épaissit pas, là, en fait, il n'est pas épaissi. On a l'impression qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Il change de forme, il subit ce qu'on appelle un remodelage concentrique, c'est-à-dire qu'il devient petit, trapu, avec un gros rayon, un gros diamètre, et des grosses épaisseurs et un petit diamètre. Et puis, il devient peu compliant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à se remplir ou à se laisser remplir par l'oreillette gauche. Vous savez que normalement, il y a une phase un peu passive où le ventricule gauche se détend, et ensuite une phase active en fin de diastole où l'oreillette le remplit encore plus. Ça se passe mal, donc du coup la pression augmente en amont, l'oreillette gauche se dilate. Ce qu'on voit ici, cette oreillette gauche est plus grosse qu'elle ne devrait l'être. Ça peut se mesurer aussi sur des flux Doppler. Le flux à travers la valve mitrale est modifié. On voit ici ce trouble de la compliance. Le flux dans les veines pulmonaires qui sont branchées en amont de l'oreillette se modifie aussi, c'est logique. La taille de l'oreillette, je viens d'en parler. Ça, c'est un tableau d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, puisque vous avez vu que ce cœur a une fonction systolique normale, et il se contracte à l'œil nu, en tout cas normalement, qui n'est pas spécifique tellement au diabète, qui partage avec d'autres étiologies en cardiologie. Ce qui est relativement intéressant aussi, c'est que le tableau que je vous ai montré là, il accompagne le tableau clinique d'insuffisance cardiaque, et on sait que, comme pour d'autres myocardiopathie aussi,
on a des modifications qui se font à un stade préclinique, c'est-à-dire, quand je vous disais que la force de contraction du ventricule gauche était normale, elle ne l'est pas tant que ça, parce que quand on regarde la vitesse de déplacement des petits morceaux de myocarde, des pixels d'image du ventricule gauche, il bouge moins vite qu'il ne le ferait chez un sujet normal, alors même que la fonction de pompe semble préservée à l'œil. On pourra en discuter après. Donc, et puis après, au bout d'un moment, vous vous souvenez de la loi de Starling à ses limites, plus on augmente la pression, plus le volume augmente d'éjection, et au bout d'un moment, ça ne le fait plus, et vous voyez que là, le volume d'éjection s'est complètement effondré. Ça, c'est de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Parce que est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on sait comment ça marche? En médecine, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On va passer relativement vite, parce que quand la fraction d'éjection est altérée, c'est-à-dire en bout de course, ce n'est pas le lieu commun, et on retombe sur les recommandations dont nous nous servons pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, qui reposent essentiellement sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Et puis quand la fraction d'éjection n'est pas altérée, c'est-à-dire le sujet est en insuffisance cardiaque et on a le type de tableau que je vous ai montré, on est toujours aussi embêté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a, à ma connaissance, pas de médicament pour l'instant en cardiologie qui est démontré dans l'efficacité. Inversement, est-ce qu'on peut la prévenir? C'est-à-dire, une fois qu'on sait que notre sujet est diabétique, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut éviter la survenue de cette cardiopathie diabétique? Je passe très vite sur l'exercice physique et le contrôle glycémique. La diapositive a été tronquée, mais c'était les mêmes noms d'études que Estelle vous a montré tout à l'heure. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, c'est décevant. On n'a pas de preuve que, sachant que pour tout le reste, c'est évidemment très bénéfique, que ça fonctionne sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou les décès par insuffisance cardiaque. On nous demande d'éviter certains médicaments, ils sont peu nombreux, il y a la sexagliptine et les glitazones qu'on n'utilise plus, les sulfamides, et on en a parlé, à cause du risque d'hypoglycémie, et de manière générale, tous les médicaments qui potentialisent l'insuline et ses effets sont probablement pas bons pour l'insuffisance cardiaque, alors que pour la metformine, elle a été un peu réhabilitée, comme vous l'avez vu dans l'insuffisance cardiaque. Donc voilà, vous avez compris que depuis qu'il a fallu démontrer l'innocuité cardiovasculaire des médicaments antidiabétiques oraux, on a eu des belles surprises. Je passe très rapidement parce que j'ai atteint mon temps, je vais conclure. Donc on a eu des belles surprises. Ça, c'est un papier de cette année avec des recommandations de la Société européenne de cardiologie concernant le traitement antidiabétique des insuffisants cardiaques, qui demande simplement d'éviter la sexagliptine, qui souligne encore les très bons résultats qui sont obtenus par les inhibiteurs de SGLT2 et les glyphosines qu'on n'a pas, et qui précise que les très beaux résultats qui avaient été obtenus avec les analogues de GLP1 sont sur les événements cardiovasculaires, mais qu'on n'a aucune preuve précise pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque. Voilà, je ne peux pas vous montrer ça, ce qui est très intéressant pourtant. Et donc, pour ce qui est de la myocardiopathie diabétique, on a des preuves que cette maladie existe vraiment, qu'elle soit post-mortem, épidémiologique, qu'elle soit expérimentale avec des modèles animaux, qu'elle soit de l'imagerie cardiaque. On ne sait pas vraiment quels sont les liens de causalité. On n'a pas de recommandation de dépistage ou de traitement spécifique, à part la manipulation des médicaments antidiabétiques que je viens de vous donner. Et par contre, on a un certain nombre de pistes thérapeutiques pour l'avenir. On pourra en parler aussi ultérieurement. Je vais m'arrêter pour laisser peut-être la place à une question. Merci beaucoup. Merci Maxime pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires des modérateurs ou des co-modérateurs? En fait, je voulais juste, dans les études, on va dire, d'intervention classique que nous a cité Estelle, quel est l'impact sur la cardiopathie? Est-ce qu'on a ça dans les traitements? Je ne parle pas des nouveaux traitements où il y a eu les issues de sécurité, mais avec la metformine, avec les sulfamides, tu les as cités, mais qu'est-ce qu'on a comme recul sur l'impact, sur l'incidence des cardiopathies ou de l'insuffisance cardiaque dans les anciens essais? À ma connaissance, non. À ma connaissance, avant justement les recommandations de la FDA, dans les vieux essais, on n'en a pas. Et après, quand bien même on en aurait, ce qui reste compliqué, c'est ce que disait Estelle, c'est qu'on n'utilisait pas les mêmes moyens pour faire baisser la glycémie au moment du KPDS qu'on le ferait maintenant. Et donc on retombe toujours sur ce système qui est de dire, oui, les signaux ne sont pas forcément très bons, mais le traitement a tellement changé que ça serait peut-être plus le cas à l'heure actuelle. À ma connaissance, on a beaucoup de choses sur l'infarctus du myocarde et la maladie coronaire, extrêmement peu de choses sur l'insuffisance cardiaque, qui n'étaient pas très étudiées à l'époque, en fait.
Dans la même veine, donc est-ce qu'il faut arrêter la metformine chez les insuffisants cardiaques? Je vous pose la question à tous les deux. Pour ce qui est de ma partie de la réponse, non. Ce que je disais, qu'elle avait été très réhabilitée, bon, on n'a pas eu trop le temps de développer. En dehors de l'insuffisance cardiaque décompensée, c'est au contraire, à mon sens, un bon médicament, mais je ne sais pas ce qu'en pense Estelle. Non, c'est exactement ça. On la garde, mais par contre, quand il y a un risque de décompensation, par contre, quand il y a un patient qui fait pousser sur pousser, non, là, par contre, on l'arrête. Et on éduque les patients, c'est-à-dire que si on voit qu'un patient fait des décompensations cardiaques et qu'il n'est pas éducable et qu'on sait que quand il aura les premiers signes d'insuffisance cardiaque, il ne sera pas en mesure d'arrêter son traitement, dans ces conditions, par sécurité, des fois, on ne le met pas. Mais sinon, c'est plutôt un traitement protecteur, et un protecteur sur la mortalité qu'un traitement aggravant. Mais il y a toujours les cas dans la littérature de patients qui ont fait une acidose lactique sur une insuffisance cardiaque. Mais est-ce que c'est la metformine ou est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque qui a fait l'acidose lactique? Et c'est généralement le cas pour la fraction d'éjection très altérée, ce qui n'est généralement pas le cas pour le diabétique non coronarien. On a une question sur WhatsApp. Est-ce que le diamicon est délétéré pour le cœur? Après, ce que je pense, comme beaucoup de cardiologues, c'est que l'hypoglycémie est très mauvaise pour l'insuffisance cardiaque et que tous les médicaments qui potentialisent les effets de l'insuline ou qui augmentent l'insulinorésistance sont des médicaments pas forcément de premier choix pour l'insuffisance cardiaque qui a un tableau d'insuffisance cardiaque clinique. Après, il reste dans les paniers, à ma connaissance, qu'on peut utiliser. Oui, du coup, en fait, pour les nouvelles molécules, elles sont contre-indiquées dans l'insuffisance cardiaque, il me semble, non? Non. En dehors des glitazones et de la sexagliptine, il n'y a pas de molécule qui est contre-indiquée dans l'insuffisance cardiaque. En dehors de la metformine, dans l'insuffisance cardiaque, à bas débit ou à fraction d'éjection très altérée. Après, juste, il y a toujours une discussion avec les cardiologues sur l'augmentation de la fréquence cardiaque sous analogue du GLP-1. Et c'est vrai qu'il y a cette augmentation en fonction des analogues du GLP-1 de 5 à 10 battements par minute. Et c'est vrai que les cardiologues de l'insuffisance cardiaque, en général, n'apprécient pas forcément ce traitement. On augmente des bêta-bloquants. On va passer peut-être à la présentation suivante qui va faire répondre en partie aux questions. Merci Maxime encore. Merci.